Un vétéran sans-abri jugé, puis le juge a entendu son nom et s'est levé en silence. Le murmure des journalistes, des avocats et des spectateurs emplissait les couloirs marbrés du tribunal de Newbridge, leurs voix s'élevant et retombant dans une cacophonie qui résonnait à travers les hauts plafonds. L'odeur du vieux bois et de la pierre polie se mêlait à l'arôme lointain du café et débaignait des chariots ambulants devant la salle d'audience. C'était un jour ordinaire, du moins en apparence. Le spectacle de la justice se déroulait, mais pour qui prenait la peine d'observer, les visages de ceux qui attendèrent dans la galerie étaient vides, indifférents. Ils avaient déjà tout vu. Un autre procès, un autre accusé dont le sort avait déjà été décidé avant même que le marteau ne frappe le bois. Mais aujourd'hui, c'était différent, même si personne ne s'en rendait compte encore. Lorsque Raymond Knox entra par l'entrée latérale, escorté de 2 huissiers, le bruit dans la salle d'audience sembla s'atténuer, comme si l'air lui-même s'était épaissi en reconnaissance de sa présence. Ses mains étaient entravées par des menottes rouillées, cliquetant faiblement tandis qu'il avançait d'un pas traînant. Le bruit sourd résonna sur le sol de marbre, marquant son passage comme un glas dans une cathédrale. Son manteau brun, autrefois peut-être un surplus militaire, pendait maintenant en lambeaux, ses coutures s'effilochant sous l'effet d'années de négligence. Son visage, durci par des années d'exposition et de difficulté, formait un masque inexpressif, ses yeux enfoncés dans des creux sombres, comme si le poids d'une vie de bataille oubliée s'était apaisé. Pour la plupart des personnes présentes, il ressemblait à une silhouette dépenaillée, perdue dans le système, un autre sans-abri interpellé pour vagabondage, agression ou intrusion. Le greffier leva brièvement les yeux, mais seulement 1 seconde, comme si Knox n'était rien de plus qu'une note de bas de page sans importance. L'huissier, le visage impassible, n'y prêta aucune attention, tandis qu'il guidait Knox jusqu'à la table de l'accusé. Même les spectateurs dans la galerie ne semblaient pas s'en soucier, leurs regards se déplaçant brièvement avant de revenir au dossier devant eux ou aux personnes à qui ils chuchotaient. Ils avaient tous déjà vu des hommes comme lui. Ils avaient tous vu les oublier, les briser, les laisser pour compte, ceux qui n'avaient jamais eu leur chance. Personne n'avait jamais pensé à leur demander qui ils étaient vraiment. Et dans le cas de Knox, personne ne le ferait non plus. Mais alors que Knox prenait place, quelque chose changea. Le procureur Carter Reynolds entra dans la pièce avec l'air de quelqu'un qui avait déjà gagné son procès. Son costume sur mesure, impeccablement repassé, lui donnait l'impression d'appartenir à un monde différent de celui que Knox habitait. Il était flanqué de 2 assistants, tous 2 élégamment vêtus et tout aussi indéchiffrables, les yeux rivés sur le dossier qu'il portait. Alors que Reynolds se dirigeait vers la table de l'accusation, il croisa brièvement le regard du juge, le menton levé en signe d'acquiescement silencieux. Reynolds était un homme qui s'épanouissait sous les projecteurs, qui savourait le pouvoir que conféraient la conviction et l'autorité. Pour lui, ce procès n'était qu'un échelon supplémentaire vers l'ambition politique. Son récit avait été soigneusement construit, peaufiné jusqu'à l'excellence, et c'était prêt. Le crime que Knox avait commis, tentative d'agression avec une arme mortelle et résistance à son arrestation dans un établissement gouvernemental, des accusations qui avaient été portées contre lui après une confrontation dramatique avec des agents fédéraux. L'établissement en question, un établissement fédéral anciennement connu sous le nom d'infirmerie des anciens combattants du service B, aujourd'hui abandonné et presque oublié du public. Un établissement que Knox connaissait bien, trop bien. L'accusation était simple. Raymond Knox, un vagabond au passé criminel, s'était introduit par effraction dans une propriété gouvernementale à accès restreint et avait attaqué des agents fédéraux lorsqu'ils l'avaient confronté. Il était désespéré, instable et dangereux. L'État l'avait dépeint comme une menace, un homme qui, même après avoir servi son pays, n'était devenu qu'un animal enragé, s'en prenant à ceux qui avaient tenté de le sauver. Mais il y avait des trous dans cette histoire, des choses que Reynolds avait choisi de ne pas mentionner,
D'abord, Knox n'avait jamais tenu d'armes. Il n'avait même jamais levé le poing sous le coup de la colère. L'accusation d'armes mortelles était inventée de toutes pièces, et l'établissement gouvernemental, qui avait autrefois été une aile médicale pour anciens combattants, il avait été fermé des années auparavant, désaffecté, laissé à l'abandon comme tant d'autres éléments oubliés de l'infrastructure gouvernementale. Les enregistrements qui auraient pu prouver l'innocence de Knox avaient mystérieusement disparu. Les témoins clés avaient disparu. Personne ne pouvait témoigner pour la défense de Knox, à l'exception d'une personne, Ellis Tran, un jeune agent d'entretien qui y travaillait avant la fermeture de l'établissement. Tran connaissait Knox. Il l'avait vu travailler dans les couloirs de l'aile. Il avait même entendu d'étranges conversations entre agents dans le bâtiment. Mais Tran était introuvable. 2 jours plus tôt, il avait été muté sur un site isolé de l'Oregon. Pratique, n'est-ce pas? Au début du procès, quelque chose clochait. Le juge Harold Laramie, connu pour son efficacité rigoureuse et ses décisions pragmatiques, semblait distrait. Ses yeux perçants, d'une autorité habituellement inflexible, brillèrent brièvement d'une lueur indéchiffrable lorsque Knox fut introduit dans la salle d'audience. Laramie masqua rapidement l'instant, remplaçant ses pensées par son professionnalisme sévère habituel. Pourtant, une hésitation persistait dans ses mouvements, un malaise discret que personne d'autre dans la salle ne sembla remarquer. Dès que Raymond Knox s'installa dans le fauteuil de l'accusé, le regard du juge Laramie s'attarda plus longtemps que prévu. Son regard parcourut le visage de Knox, scrutant ses traits autrefois jeunes et brillants, empreints du potentiel d'un soldat qui avait tout donné pour son pays. Mais ces mêmes yeux reflétèrent désormais des années d'épreuve, des années d'oubli. Et pourtant, Laramie ne dit rien. Il détourna rapidement le regard, comme s'il essayait de se convaincre que cet homme n'avait rien de familier. À cet instant, la voix de Reynolds trancha l'air, tranchante et impérieuse. Il commença à exposer les arguments de l'accusation, chaque mot étant destiné à dépeindre Knox comme un méchant, un vagabond, un criminel, un homme indigne de la protection de la loi. La galerie écoutait attentivement, les yeux plissés par le scepticisme ou le jugement, surtout le jugement. Mais Knox n'écoutait pas. Son esprit était ailleurs. Son corps était présent, mais ses pensées dérivaient vers la lettre qu'il avait reçue, la lettre qu'il n'avait jamais partagée avec personne, pas même l'avocat assigné à son dossier. Elle était arrivée dans une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour. Le sceau du Pentagone était indéniable, et à l'intérieur, en lettres capitales, on pouvait lire « Ils ont enterré ce que vous savez. Retournez. La vérité est dans le service B. » La lettre lui était adressée spécifiquement, bien qu'elle portât les initiales MH. C'était une convocation énigmatique, un message de quelqu'un qui savait des choses que Raymond Knox ne comprenait pas encore pleinement. Mais il savait une chose. Elle l'avait ramené à cet endroit. Il n'y était pas allé depuis des années. Le département des anciens combattants l'avait fermé depuis longtemps. Pourtant, la lettre le rappelait au service B, là où il avait été soigné pour des blessures subies lors d'opérations secrètes. Un endroit qu'il croyait oublié, tout comme lui. Et maintenant, tandis que Reynolds racontait son histoire de Knox, un criminel violent, la vérité qu'il cherchait, celle enfouie au plus profond des murs de ce bâtiment abandonné, lui semblait plus lointaine que jamais. La salle d'audience bourdonnait de murmures, de regards en coin échangés entre avocats, journalistes et spectateurs. Pour eux, Knox n'était qu'une âme perdue parmi tant d'autres, un personnage sans nom, sans visage, dont la vie avait été depuis longtemps mise de côté. Son histoire, son service et les événements qui l'avaient conduit à sa situation actuelle n'avaient aucune importance pour le système. Il était un exemple, rien de plus. Et pourtant, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui commençait à paraître plus tangible, plus réel à mesure que le procès avançait. Ce n'était pas seulement l'accusation qui semblait bancale, c'était le système tout entier, les vérités cachées, les témoins manquants, les preuves qui avaient
tout simplement disparu. Quelque chose s'était produit ces 2 dernières semaines, quelque chose que personne dans cette salle d'audience n'était encore prêt à reconnaître. Alors que Knox était assis là, le regard droit devant lui, il ne pouvait s'empêcher de se demander dans quelle mesure tout cela le concernait-il vraiment. 2 semaines plus tôt, Raymond Knox errait aux abords de la ville tel un fantôme, se fondant dans l'ombre, dormant sous les ponts et ne se déplaçant que lorsque les rues devenaient suffisamment calmes pour respirer sans crainte. Il ne se souvenait plus combien de temps il avait vécu ainsi. Jours, semaines, mois, peu importait. Le temps était devenu insignifiant, un flou d'épuisement et de souvenirs. La seule chose qui le maintenait ancré, attaché à une réalité qu'il avait du mal à croire, c'était la lettre qu'il avait trouvée scellée dans un simple papier blanc avec la marque indubitable du Pentagone tamponnée au dos. Il l'avait lue et relue jusqu'à ce que les mots se gravent dans son esprit comme une prière. Ils ont enterré ce que vous savez. Retournez. La vérité est dans le service B, service B. Ce nom le hantait depuis sa libération du service actif des années auparavant. Il avait fait partie des chanceux revenus de Kandahar, mais aux yeux du monde, il n'était qu'un fantôme. Les archives officielles l'avaient déclaré mort en 2013, à la suite d'une mission secrète dont personne n'était censé avoir connaissance. L'unité opérationnelle Orion avait été envoyée pour gérer une situation trop délicate pour que le public en entende parler. Il avait survécu à la mission, mais pas ses camarades. À la connaissance de tous, Raymond Knox avait péri avec eux, enseveli sous les décombres d'une zone de guerre étrangère. Le gouvernement l'avait effacé de la mémoire. Il n'avait aucun dossier, pas de passé, pas d'avenir. Mais quelqu'un l'avait retrouvé, quelqu'un qui connaissait son nom, et on l'avait renvoyé au seul endroit qu'il ne pourrait jamais oublier, l'ancien hôpital des anciens combattants. C'était autrefois un refuge, un endroit où on le rafistolait après la guerre, un endroit où les soldats qui avaient tout donné pouvaient guérir, ne serait-ce qu'un instant. Mais maintenant, ce n'était plus que l'ombre de lui-même, reconverti en avant-poste de la sécurité intérieure. Il n'était pas censé être là. Ce bâtiment avait été son dernier lien avec l'homme qu'il avait été, et il n'était plus qu'un sinistre souvenir de ce qui avait été perdu. Ce soir-là, Raymond retourna sur les lieux, se faufilant dans l'ombre, s'introduisant par une porte latérale dont il se souvenait de son séjour là-bas, une porte cachée dans la ruelle derrière le bâtiment. Son cœur battait fort tandis qu'il s'introduisait à l'intérieur, passant devant des rangées d'équipements oubliés et de meubles poussiéreux, dans l'air vicié d'un lieu qui lui avait autrefois semblé être son foyer. Les couloirs étaient silencieux, étrangement silencieux. Le seul bruit était le grincement de ses bottes sur le vieux parquet. L'endroit était tombé en ruine, mais l'odeur familière de l'antiseptique et du vieux linoléum persistait dans les recoins de sa mémoire, fantôme d'un temps révolu. Dans les vestiges du service B, la pièce était un cimetière de papiers et de dossiers abandonnés, un sillage de négligence et de corruption. Là, au milieu des décombres, Raymond avait trouvé les classeurs scellés. Ils étaient verrouillés, mais pas de manière sûre. Les années n'avaient pas été tendres avec le bâtiment et ses secrets. Il ouvrit les armoires, les charnières protestants, et là, parmi les documents déchiquetés et les notes de service en décomposition, il trouva la photographie. Elle était vieille, froissée sur les bords, mais d'une netteté indéniable. Un groupe de soldats, serrés les uns contre les autres, leurs visages déterminés mais lasses. Son unité, l'unité opérationnelle Orion. Les hommes censés être morts. Les hommes qui étaient morts. Mais dans un coin de la photographie, à moitié hors champ, se tenait un homme qu'il ne s'attendait pas à voir, le sénateur Malcolm Huxley, un nom qui n'avait rien dit à Raymond jusqu'à cet instant. À l'époque, Huxley avait été agent de liaison de la CIA, un personnage mystérieux qui avait participé aux opérations secrètes à Kandahar. Raymond ne lui avait jamais fait confiance, mais cette photo était la preuve de quelque chose de bien pire qu'une trahison. Huxley était toujours en vie. Et ce n'était pas tout. Il était sur cette photo, une partie de quelque chose qui avait été enterré depuis longtemps.
Le cœur de Raymond s'arrêta de battre, tandis que les implications de ce qu'il venait de découvrir commençaient à lui pénétrer. Et soudain, dans un mouvement flou, les agents furent sur lui. 2 hommes, vêtus d'une tenue tactique noire, surgirent de l'ombre. Ils ne dirent pas un mot avant de le plaquer au sol. La dernière chose dont il se souvenait était le métal froid d'une arme plaquée contre son crâne, le poids de leurs mains le forçant à se coucher. Et puis, plus rien. De retour au tribunal, Raymond Knox resta immobile, les mains crispées sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Les événements des 2 dernières semaines lui semblaient un rêve lointain, un écho de quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Son avocat, Devin Marks, un jeune avocat à peine sorti de la faculté de droit depuis 6 mois, menait un combat perdu d'avance depuis le début du procès. Marks était novice, enthousiaste, mais clairement dépassé. Chaque fois qu'il tentait d'exposer les détails de la découverte de Knox, les dossiers manquants, le caractère secret de l'ancien hôpital des anciens combattants, la photo de Huxley, l'accusation objectait. Hors sujet, disait-elle, sans importance, insistait-elle, dépassant le cadre de ce procès. Et le juge Harold Laramie, le juge impassible qui avait présidé d'innombrables affaires, avait accepté les objections, rejetant toute tentative de faire éclater la vérité. Pendant un moment, la salle d'audience avait semblé être tenue par un fil invisible, et ce fil tirait tout dans une seule direction, loin de la vérité, loin de l'histoire que Raymond essayait de raconter depuis des années. Il était resté assis pendant tout ce temps, immobile, l'esprit s'activant furieusement pour suivre le récit tordu qui se déroulait. Il n'était pas censé être là. Il n'était pas censé être en vie. Mais au milieu de la 2e semaine du procès, un événement inattendu se produisit. Le procureur Carter Reynolds présenta un témoin surprise. Le général Ezra Langston, ancien commandant de l'unité de Raymond, un homme à la carrière aussi brillante et décorée que son uniforme. Langston avait accédé à la notoriété après avoir quitté l'armée, devenant un haut fonctionnaire étroitement lié au Capitole. Son témoignage était accablant. Il dépeignait Raymond comme un soldat déshonoré, un homme qui avait craqué sous la pression de la mission à Kandahar. « Il n'a pas pu le supporter », avait dit Langston d'une voix plate, d'une voix de baryton posée qui semblait résonner sur les murs. Il a craqué. Il n'a pas pu se retenir. La salle d'audience semblait absorber ses paroles comme une éponge, les absorbant sans poser de questions. Le jury n'hésita même pas. Ils crurent Langston. Après tout, qui remettrait en question la parole d'un général décoré? Qui douterait du récit officiel, de la version des faits soigneusement construite et présentée comme des faits? Mais alors que Langston quittait la barre des témoins, Raymond remarqua quelque chose que la plupart des personnes présentes dans la salle d'audience avaient manqué. Alors que le général se retournait pour partir, son regard se porta un instant dans la direction de Raymond. Et à cet instant, Raymond le vit. Le regret. Un tressaillement se fit sentir sur le visage de Langston, un bref et imperceptible changement d'émotion qui laissait entrevoir quelque chose de bien plus profond que le personnage public qu'il s'était soigneusement forgé. Quelque chose que Raymond ne parvenait pas à définir, mais qui était là, caché sous la froideur apparente du général. Ce soir-là, après la clôture du procès, Devin Marks trouva quelque chose d'inhabituel dans sa mallette. Une petite clé USB enveloppée dans une enveloppe ordinaire. Pas d'adresse de retour, pas d'empreinte digitale, pas de marque d'aucune sorte. À l'intérieur de l'enveloppe, il n'y avait qu'une seule ligne écrite sur un bout de papier. « Il nous a tous sauvés. Regardez ça. » Le lendemain matin, Marks était assis dans sa chambre d'hôtel, les doigts légèrement tremblants, lorsqu'il inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Le fichier s'ouvrit avec un crépitement, la vidéo mettant un moment à charger. Lorsqu'elle se chargea enfin, il eut du mal à en croire ses yeux. C'était une vidéo prise avec une caméra de casque, en plein cœur de la bataille. L'image tremblait, déformée par les mouvements chaotiques du soldat qui portait la caméra.
Mais sous les yeux de Marx, son souffle se bloqua. Là, au milieu des tirs ennemis, se tenait Raymond Knox, traînant 3 soldats blessés derrière lui, les tirant à travers l'enfer de la guerre. La caméra était saccadée, le bruit des explosions et des coups de feu assourdissant en arrière-plan, mais il n'y avait aucun doute sur ce que Marx voyait. L'un des soldats que Raymond transportait n'était autre que le général Ezra Langston. L'espace d'un instant, Marx resta assis là, abasourdi, tandis que le poids de ce qu'il venait d'observer s'abattait sur lui. Raymond Knox, l'homme que l'accusation avait dépeint comme un soldat brisé et instable, avait sauvé des vies. Il avait sorti des hommes du feu, y compris le général qui témoignait contre lui. Et à la fin de la vidéo, une seule pensée traversa l'esprit de Marx. La vérité était là, et ce n'était pas celle que les gens pensaient. De retour au tribunal, l'atmosphère était lourde du poids des derniers jours. Le procès avait repris, mais l'air semblait bourdonner d'une tension plus intense que d'habitude. La galerie s'était réinstallée, le murmure des murmures atténué par la voix aigre du juge Laramie qui rouvrait la salle. Rien dans la scène ne semblait inhabituel, mais sous la surface, un changement palpable s'était opéré. Le regard de Knox resta fixé sur le juge, son cœur battant la chamade comme s'il anticipait l'inévitable tempête. Lorsque le juge Laramie prit enfin la parole, sa voix était étonnamment douce, presque comme s'il testait ses mots avant de les laisser sortir de ses lèvres. Son regard, fixe, croisa celui de Knox, et pendant un instant, ce fut comme si le temps s'était arrêté, le reste de la salle d'audience s'effaçant. « Monsieur Knox, » commença le juge, son ton n'ayant plus la présence imposante des jours précédents. « Avez-vous servi sous le nom de code Lanterne de l'ombre ?» Les mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre, résonnant dans la salle. Des halètements résonnèrent de tous les coins de la salle d'audience. Ce nom, Lanterne de l'ombre, était un fantôme depuis des années, une légende murmurée parmi ceux qui avaient participé à des opérations secrètes. C'était un nom de code que l'on croyait sur liste noire, dont l'existence avait été effacée de tous les documents publics. Le nom d'une mission si classifiée, si secrète, que même les plus hauts responsables en avaient nié l'existence. Personne, hormis quelques privilégiés, ne le savait, et ceux qui le savaient avaient disparu depuis longtemps, leurs souvenirs enfouis sous des couches de bureaucratie et de paperasserie. Knox hocha lentement la tête, d'un seul geste sombre. « Oui, monsieur, » dit-il, sa voix portant le poids de 1000 vérités non dites. Il ne fut pas surpris par la question. Il s'attendait à une telle chose, à une reconnaissance à laquelle il n'aurait pas pu se préparer. Impossible d'échapper à son passé. Pas maintenant. Pas sous les yeux du monde entier. Et c'est alors que cela arriva. Le juge Harold Laramie, figure d'autorité qui avait présidé ce tribunal avec la précision calme d'un juge chevronné, fit quelque chose d'inattendu. Il se leva. Son geste était lent, délibéré, comme s'il s'extirpait d'un lointain souvenir. Le silence retomba dans la salle d'audience, le souffle collectif de la galerie suspendue. D'un geste subtil mais décisif, Laramie retira ses lunettes, un geste qui imposait une présence inédite depuis le début du procès. Le bruit du frottement du siège du juge sur le sol résonna dans le silence de la salle d'audience, tandis que le regard de Laramie, ferme et inébranlable, se fixait sur Knox. « Je me souviens de vous, » dit-il d'une voix désormais basse mais chargée d'une force indélébile. « Vous avez porté mon frère sous les tirs des snipers. Il est mort dans cet hôpital de campagne, non sans m'avoir dit qu'un homme nommé Knox lui avait redonné espoir. » Un frisson d'incrédulité parcourut la salle d'audience. Les spectateurs, les avocats et même le jury semblaient incapables d'assimiler ce qui venait d'être révélé. C'était comme si le sol s'était fissuré sous leurs pieds, révélant une vérité enfouie à laquelle personne ne s'attendait. Le juge, l'ancien colonel Harold Laramie, entretenait un lien personnel avec Raymond Knox, un lien forgé dans le feu de la bataille, un lien enfoui depuis des années, oublié par la plupart, mais désormais mis en lumière. Reynolds, le procureur, fut le premier à se reprendre.
le visage rouge d'indignation, tandis qu'il se levait, la fureur brûlant dans les yeux. « Votre honneur !» objecta-t-il d'une voix sèche et impérieuse. « C'est tout à fait inapproprié. La déposition du témoin est sans rapport avec l'affaire en cours. C'est une violation de procédure. » Mais le juge Laramie ne quitta pas Knox du regard. Son expression resta indéchiffrable, tandis qu'il réduisait le procureur au silence d'un simple geste de la main. « Annulé !» dit-il d'une voix non plus basse, mais tonitruante, le poids de sa décision résonnant dans la salle d'audience. « Approchez-vous du tribunal. » Ce qui suivit fut un moment de chaos. Reynolds fut pris au dépourvu et la salle d'audience s'embrasa lorsque le juge exigea un examen à huis clos des nouvelles preuves, la clé USB, la photo scellée, les notes déchiquetées. Les murs du tribunal semblèrent trembler sous la pression de ce qui se passait. Les avocats s'empressèrent de préparer leur plaidoirie, mais personne ne savait où cette révélation les mènerait. Le juge, autrefois un pilier de l'impartialité, venait de révéler un pan de sa propre histoire, le reliant directement à l'accusé. Et avec cela, le cadre juridique du procès commença à se défaire. L'audience fut ajournée pour la journée, le juge ayant demandé que soit abordé ce qu'il qualifia de « préoccupation de sécurité nationale ». Ces mots n'étaient qu'une formalité, un voile pour masquer une vérité désormais trop dangereuse à contenir. À l'extérieur de la salle d'audience, l'écart des médias, étrangement silencieux quelques instants auparavant, s'animèrent dans une effervescence. Les journalistes lançaient des questions, les flashs des appareils photos s'allumaient et les trottoirs étaient bondés de journalistes, chacun se disputant un morceau de l'histoire en cours. La ville entière semblait retenir son souffle, tandis que le scandale éclatait dans la sphère publique. À l'intérieur du palais de justice, des agents fédéraux ont scellé le bâtiment. L'incertitude s'est emplie, la tension est palpable, tandis que les débats s'interrompaient. Les avocats se sont rassemblés en groupes serrés, parlant à voix basse, le visage crispé par l'inquiétude. Même le jury, absorbé par le procès depuis des jours, était maintenant assis dans un silence stupéfait, leurs regards nerveux se balançant entre eux et le juge. Ils s'attendaient à un procès clair et net, à une accusation qui avancerait rapidement. Mais maintenant, avec les aveux du juge, avec la révélation de secrets enfouis depuis des années, la salle d'audience s'était transformée en champ de bataille. Plus tard dans la soirée, dans un bureau sombre, loin du chaos du palais de justice, un téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil était calme, maîtrisée, mais il y avait une pointe d'inflexion impossible à masquer. Les mots prononcés dans le combiné étaient lourds, chargés d'un sombre sentiment d'urgence. « Nous avons un problème », dit la voix. « Knox est vivant. Et maintenant, le juge sait qui il est. » Le silence qui suivit fut étouffant, rompu seulement par le léger clic d'un stylo posé sur un bureau. La personne à l'autre bout du fil prit une profonde inspiration, assimilant l'information, le poids de la situation pesant sur elle. « Il faut agir vite », répondit la voix, le calme teinté d'une nuance plus sombre. « Knox est la clé. S'il parle, s'il révèle ce qu'il sait, tout ce pourquoi nous avons travaillé s'effondrera. » Il y eut un silence, puis un léger soupir. « Veillez à ce que le juge ne prenne pas trop ses aises. On ne peut pas laisser cela durer plus longtemps. » L'appel s'interrompit brusquement, le silence s'installant à nouveau dans la pièce comme un épais brouillard. Quelque part, loin du palais de justice, des plans étaient déjà en cours d'élaboration. Les enjeux venaient de grimper, et les adversaires étaient plus dangereux que quiconque ne l'avait anticipé. Alors que la nuit avançait, le monde extérieur continuait de tourner, inconscient de la tempête qui couvait sous la surface. Et pour Raymond Knox, la réalité de sa situation venait de basculer une fois de plus. Le procès avait pris une tournure inattendue. Et tandis qu'il était assis dans la salle d'attente, attendant le prochain chapitre, il savait que ce n'était que le début. Les murs se refermaient, et la vérité n'était plus seulement la sienne. Le dernier jour du procès fut un jour inattendu, mais rétrospectivement, il semblait presque inévitable. Au matin,
La salle d'audience était étrangement silencieuse, les sièges autour de Raymond Knox vides, comme si le monde s'était arrêté de tourner juste pour lui. La première pièce du puzzle était déjà en place. Devin Marks, le procureur qui avait mené l'affaire avec tant de ténacité, avait disparu, réaffecté à une affaire à l'étranger auprès des Nations Unies. Son départ soudain ne fut ni évoqué, ni même murmuré dans les couloirs du tribunal. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Le juge Laramie, l'homme qui avait révélé le passé de Knox avec tant de respect, avait lui aussi disparu. Officiellement, il était en congé maladie soudain, une affirmation qui ne serait jamais remise en question. Un juge remplaçant, jeune et impassible, entra dans la salle d'audience déterminé, mais portant un poids inhabituel. Le genre de poids trop lourd pour quelqu'un qui venait d'intervenir dans une situation aussi imprégnée de secret et de pouvoir. Le nouveau juge agissait avec une efficacité clinique. Reynolds, le procureur, ne perdit pas de temps pour présenter sa requête, les yeux brillants d'une détermination étrange, presque frénétique. Il réclama un verdict de culpabilité sans jury, invoquant des risques pour la sécurité nationale comme justification. Les mots restèrent en suspens, chargés d'implications. Mais personne n'avait anticipé la suite. Dans un geste qui semblait presque écrit, un homme en costume gris entra dans la salle d'audience sans fanfare. Sa présence était presque fantomatique, son visage invisible sous l'ombre de son pardessus. Il passa devant les gardes avec une autorité tacite, ignorant leur tentative d'interrogatoire. Il tendit au nouveau juge un unique document, un épais dossier en papier kraft, scellé et marqué d'un insigne officiel. Aucun mot n'eut lieu, juste une simple remise qui semblait porter le poids de quelque chose de bien plus grand que quiconque dans la salle ne pouvait pleinement comprendre. L'homme en costume gris sortit aussi silencieusement qu'il était entré, ses pas se fondant dans le silence de la salle d'audience. Le juge prit le document, son regard scrutant son contenu. Il ne regarda personne. Le reste de la salle resta plongé dans un silence pesant, observant les minutes s'écouler, le souffle court. 10 minutes. Les 10 minutes les plus longues que quiconque ait jamais vécues dans cette salle. Puis, sans prévenir, le juge se leva et s'adressa à la salle d'audience. Sa voix était impassible, dénuée d'émotion, comme s'il avait depuis longtemps accepté le caractère définitif de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. La salle était si silencieuse que chaque mot qu'il prononçait semblait résonner sur les murs. Toutes les charges retenues contre M. Knox sont abandonnées, déclara le juge d'un ton inflexible. Sous scellé, en vertu du décret exécutif 192, l'audience est levée. Les mots frappèrent Raymond comme un coup de poing. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations. La galerie resta immobile, chacun semblant craindre de croiser le regard. Même le juge ne le regarda pas directement. Personne n'offrit d'explication. Personne ne parla des événements étranges qui venaient de se produire. La salle se vida rapidement, et Raymond resta seul, debout au centre de tout cela, son esprit cherchant à rattraper le tournant surréaliste des événements. Que venait-il de se passer? Qu'est-ce que cela signifiait? On ne lui donna aucune réponse. On ne lui donna rien du tout. Devant le palais de justice, le ciel s'était assombri de pluie, les nuages bas planant au-dessus de la ville comme un poids oppressant. Les rues étaient glissantes, l'air lourd d'humidité, mais Raymond ne sentit pas la brûlure fraîche de la pluie sur sa peau. Il remarqua à peine la berline noire qui attendait au bord du trottoir. Un jeune soldat sortit du véhicule, l'uniforme raide et officiel, et salua Raymond avec une précision maîtrisée qui semblait distante, impersonnelle. Sans un mot, le soldat tendit un téléphone à Raymond, ni plus ni moins. Raymond prit le téléphone, la main légèrement tremblante, et le porta à son oreille. Une voix à l'autre bout du fil parla d'un ton calme et posé. « Tu as fait ta part. Maintenant, disparais. Ne les laisse pas te retrouver. » Il ne répondit pas. Ces mots n'appelaient pas de réponse. C'étaient des instructions, pas une demande.
Le ton définitif de la voix à l'autre bout du fil suffisait à lui faire comprendre qu'il n'y avait plus de place pour les questions, plus de place pour la négociation. Le monde avait évolué, et il n'était plus qu'une victime de force qui échappait à son contrôle. Sans un mot de plus, Raymond glissa le téléphone dans sa poche et se détourna de la berline. La ville l'engloutit, tandis qu'il marchait sous la pluie, sa silhouette se dissolvant dans la brume grise du matin. Aucun titre ne l'attendait. Pas de conférence de presse, pas de médaille pour souligner son service. Juste une note de bas de page, dans une histoire que le gouvernement avait effacée des années auparavant. Une vie dont on ne se souviendrait jamais, ni ne la célébrerait. Mais quelque part, au fond des couloirs secrets d'un serveur du Pentagone, un fichier reprit vie. Le nom, autrefois oublié de l'histoire, vacilla sur l'écran. Raymond Knox. Un nom effacé, mais jamais vraiment disparu. Le monde l'a peut-être oublié, mais l'ombre qu'il a laissée derrière lui persistera pendant des années.